Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Dans des épisodes précédents, je vous ai parlé de ma collection de montres, japonaises, de ma collection de montres chères à la chaîne. Et maintenant, dans ce dernier volet, je vais vous parler de ma collection de montres de luxe. Alors, pour tout vous dire, ça fait très longtemps que je n'achète plus des montres de luxe. J'en ai acheté pendant quelques temps, pas mal même, vous allez le voir dans cette vidéo. Mais je n'en achète plus depuis quelques années. Pour deux raisons très simples. Premièrement, parce qu'elles sont très chères et je n'en vois plus vraiment l'intérêt. Et deuxièmement, parce que du fait des différents vols qui se produisent de plus en plus dans nos villes, j'ai de moins en moins plaisir de les porter. Donc la plupart du temps, ces montres sont dans le coffre-fort de la banque. J'ai donc des montres à plusieurs milliers d'euros dont je ne fais absolument rien. Donc c'est fort dommage, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, fort malheureusement. Ceci dit, sur une note plus positive, ces montres sont quand même magnifiques et je les adore toutes et chacune d'entre elles, tout comme j'adore mes montres beaucoup moins haut de gamme, et j'en retire un grand plaisir. Cependant, en effet, le rapport plaisir-prix est beaucoup moindre que sur des montres plus bas de gamme, que du coup je mets beaucoup plus souvent. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, car vous pouvez avoir quelque chose qui qualitativement est vraiment très proche des montres très haut de gamme, à des prix bien plus bas. Et vous le voyez sur ma chaîne en anglais horologique, j'ai commencé par faire des tests à peu près de toutes mes montres, dont mes montres de luxe, et au fur et à mesure je suis allé vers les montres qui donnaient un bien meilleur rapport prix-plaisir. Mais allons voir ces montres tout de suite, et je vais vous en parler dans l'ordre à peu près dans lequel je les ai achetées. On va commencer par une montre qui pendant plusieurs années a été un Graal pour moi, c'est bien évidemment l'Omega Speedmaster Moonwatch. C'est la toute première montre de luxe que j'ai achetée. On devait être début 2016, elle ne coûtait pas à l'époque aussi cher que maintenant, je l'ai achetée environ 2200 euros, donc c'est rien par rapport au prix auquel se vendent aujourd'hui. Donc je suis sur Chrono24, donc c'est pour ça que je rate mon téléphone souvent, pour avoir ma collection de montres et les prix auxquels se vendent plus ou moins. Et aujourd'hui ça traîne autour de 5500 euros, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi pour une montre qui est certes extrêmement célèbre, extrêmement jolie, mais qui, comme toutes les montres de cette liste, à mon sens, ne vaut pas le prix de marché. Une petite beauté, la Speedmaster quand même, j'adore ma version vintage, elle est de 90 si je ne m'abuse, 92 pardon, et elle a vraiment cette belle patine au niveau des index et des aiguilles. Ce qui m'enquiquine beaucoup par rapport à cette montre, c'est qu'elle est complètement non étanche, donc je fais très attention quand je la porte. C'est en effet le problème d'à peu près toutes les montres vintage. En deuxième position, une montre que j'adore, une montre que, contrairement à la Speedmaster, je peux en faire ce que je veux et l'encaisse, c'est la Tudor Pelagos de deuxième génération. Celle-ci, j'ai acheté début 2017 et à l'époque, elle m'a pas coûté grand-chose, elle me coûte un peu plus que 3000 euros. Maintenant, elle coûte largement plus que ça. 4800 je crois, un truc comme ça. Alors la Pelagos, quand je l'ai achetée, c'était vraiment une merveille. Elle l'est toujours, mais à l'époque, c'était tellement en contraste avec la Submariner et même la Deep Sea de l'époque. À l'époque, Tudor avait ses mouvements maison avec 70 heures de réserve de marche, quand Rolex avait encore les mouvements avec 50 heures de réserve de marche et sans les propriétés antimagnétiques qu'à la Tudor. C'est en plus une montre en titane, donc vraiment techniquement, c'est une montre qui écrasait complètement les Submariners et même les Deep Sea de l'époque. Une montre avec une résistance à l'eau de 500 mètres, avec un système d'ajustement de bracelet vraiment magnifique, très innovateur, une luminescence à toute épreuve. Vraiment, cette montre est magnifique. Encore une montre que je pense que je ne vendrai pas, parce que justement, elle m'accompagne depuis tellement longtemps. Elle a été avec moi sous l'eau, à une vingtaine de mètres sous l'eau. Donc voilà, c'est une montre que je ne peux pas vendre non plus. Quelques années après, je me suis bien intéressé à Grand Seiko. Et bien évidemment, je suis allé prendre le poster boy de Grand Seiko, la Spring Drive. Je ne l'ai pas acheté neuve, je trouve qu'elle est vraiment trop chère neuve. Elle doit être dans les 6000 euros si je ne m'abuse neuve. Encore une fois, ça ne les vaut pas. Je l'ai pris en seconde main, je l'ai pris, je crois que c'est autour de un peu moins de 4000 euros. Taxe comprise, c'est en import du Japon celle-ci.
Et pour ce que c'est, elle est vraiment magnifique. Avec ce cadran vraiment sublime de chez Sublime, d'où son nom Snowflake. Snowflake aussi par son matériel en titane qui a été vraiment bien travaillé, magnifique avec toute l'expérience et l'expertise de Grand Seiko. Vous avez en plus en mouvement Spring Drive avec 70 heures de réserve de marche, en mouvement qui vous assure une précision de 15 secondes par mois. Donc c'est vraiment toute la beauté d'un mouvement mécanique avec la précision d'un mouvement quartz. C'est un mouvement hybride. Certains n'aimeront pas, mais cette montre est vraiment une œuvre d'art, avec en plus le côté innovation technologique dedans. Alors, par la suite, je me suis intéressé à Rolex. Je voulais pas de suite acheter une Submariner, car je trouvais que c'était vraiment la montre que tout le monde avait. Donc j'ai acheté une Yodemaster au cadran blanc platine. Alors la Yodemaster, c'est une montre que j'adore, je l'ai vraiment aimé cette montre. Je l'ai vendue, je ne sais pas trop pourquoi. Oui, voilà, je l'ai vendue. Et ben pour m'acheter une Submariner No Date. C'est environ vers 2018. J'ai vu une très bonne opportunité pour une Submariner No Date, justement, référence 14060. Donc une montre des années 90-96 si je m'abuse. Et celle-ci venait avec des papiers. On appelle ça une two-line Submariner, donc une Submariner uniquement à 2 lignes. Donc vous avez sur la partie basse du cadran uniquement 2 lignes de texte au lieu des 4 classiques. Vous avez une certaine pureté au cadran que j'aimais bien. Et du coup, je me suis finalement laissé tenter. Je me suis dit, ok, ben, je vais m'acheter une Submariner. Voilà, on était vers 2018. Donc c'était ma première Submariner. À l'époque, donc j'ai vendu plusieurs montres, dont la Yodemaster, pour pouvoir me procurer cette Submariner. Donc voilà, c'est une montre que j'ai toujours, que je mets peu souvent, parce qu'en fait je me rends compte que finalement la date, c'est une complication que j'aime bien. Mais voilà, c'est une montre qui est en très bon état, que j'aime bien, mine de rien, et qui a les papiers, contrairement à la plupart de mes autres montres de luxe. Peu de temps après, environ 1 an après, je me suis vraiment mis en tête de m'acheter une GMT Master 1675. Vous savez, les anciennes GMT Master, elles sont vraiment magnifiques. Et j'ai passé des mois et des mois et des mois à me renseigner, connaître à peu près tout sur cette montre, enfin tout, connaître beaucoup sur cette montre. Donc je passais mes soirées à regarder des modèles. À l'époque, elle n'était pas aussi outrageusement chère que maintenant. Et j'en ai trouvé une, je suis même allé à Londres la chercher, mais je me suis rendu compte après que il y avait des tas de trucs qui n'allaient pas malheureusement. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne en anglais horologique, et j'ai été très déçu, et j'ai dit le vintage aussi vieux, c'est plus pour moi. Et c'était fini. Je me suis dit malheureusement je vais du coup devoir me rabattre sur du vintage qu'on appelle vintage moderne, c'est-à-dire une montre des années 90 globalement. J'ai pris la GMT Master 2, je crois que la référence c'est 17610, un truc comme ça, je me rappelle plus vraiment des références, avec le cadran Pepsi que je voulais vraiment. Et avec le mouvement GMT, je sais plus vraiment, j'ai oublié toutes les références, je connaissais ça par cœur à l'époque. Voilà, donc j'ai pris cette montre, je l'adore. Franchement, elle est fine, elle est belle, elle est classe, elle est vraiment très très bien. Franchement, c'est une belle montre en beau bracelet Jubilee. Malheureusement, à cette époque-là, Rolex faisait des fermoirs vraiment merdiques. Donc c'est le cas pour celui-ci, le fermoir est vraiment très très mauvais. Mais à part ça, le bracelet est d'assez bonne qualité, tout comme la montre bien évidemment, elle tient encore parfaitement le COSC. Le seul défaut bien sûr, comme la plupart du vintage, c'est qu'elle n'a plus de luminescence. Puis, alors depuis 2017, même 2016 avant, je m'étais mis en liste d'attente pour une Batman, et finalement, plus de 3 ans après, j'ai eu le fameux coup de fil en plein début du Covid. Je pense que beaucoup de gens s'étaient désistés. Et finalement, j'ai eu le fameux coup de fil de chez Rolex, à l'époque où j'en voulais plus vraiment, qui m'a dit « Hop, nous avons une GMT Master Batman pour vous ». Voilà, à l'époque, c'était plus la Batman avec le bracelet Oyster, c'était la Batman avec le bracelet Jubilee. Sauf que moi, j'avais juste acheté la Snowflake et mon compte en banque avait déjà un petit peu souffert. Voilà, bref, je me suis serré la ceinture et je me suis dit « C'est parti, je vais quand même l'acheter ». Dans le pire des cas, je la revendrai après. Résultat des courses, 3 ans après, plus de 3 ans après, parce que 4 ans après, je ne l'ai pas revendue, elle est ici. Et c'est une montre qui a pris beaucoup trop de valeur, je trouve, qui est en gros progrès par rapport à la GMT Master 2 d'avant.
celle que j'ai aussi. Il y a une magnifique luminescence, la couronne est bien plus grosse, donc bien plus facile à manipuler. Le fermoir est 1000 fois meilleur. Il y a quand même de la grosse amélioration, c'est quand même une machine magnifique avec un mouvement, avec une réserve de marche de 70 heures, qui en plus a des propriétés antimagnétiques, donc vraiment c'est quelque chose de très bien, c'est un net progrès. Et finalement, la dernière en date que j'ai achetée, du fait de ne pas avoir pu prendre une 1675, le petit goût amer de ne pas avoir pu prendre une vintage, une Rolex vintage, m'est resté en bouche. Donc je me suis dit, allez c'est parti, j'y vais, je prends une Rolex vintage. Et chez un marchand très réputé, j'ai vu une très bonne offre chez un marchand très réputé. Encore une fois, une Submariner, celle-ci est de 78. Et je sais pas ce qui m'a pris sur un coup de tête, je me suis dit, allez, c'est parti, je l'achète, j'ai fait une bonne affaire en revendant mon appartement. C'était à refaire, je le referai peut-être pas, surtout qu'encore une fois, c'est une montre relativement fragile. Après, il y a le petit côté romantique de me dire que sans doute, elle est de 78, donc sans doute un vrai plongeur a pu encore la porter avant que les ordinateurs de plongée existent. Donc voilà, c'est une montre qui est très belle, moi je l'adore. Après, c'est une montre que je n'ai pas non plus mis énormément, dont je retire certainement pas autant de satisfaction que ce que j'ai payé, mais encore une fois, voilà, c'est un asset qui prend de la valeur dans le coffre, encore une fois. Cependant, si c'était à refaire, je ne reprendrai pas toutes ces montres de luxe, peut-être certaines. Depuis 2020, ça fait 3 ans, plus de 3 ans, que je n'achète plus aucune montre de luxe. J'ai d'autres besoins maintenant, j'ai une famille désormais, donc voilà, mon argent va surtout là-dessus. Plus côté investissement, il y a beaucoup mieux que des montres, bien évidemment. Et chacun doit pourvoir pour sa famille, donc ça sert pas à grand chose d'avoir des trucs de luxe qui ne servent pratiquement à rien, peut-être uniquement à de la vanité, alors que derrière on peut ou aider des gens, ou alors faire un petit peu fructifier cette épargne sur des assets beaucoup plus liquides ou qui prennent beaucoup plus de valeur. En même temps, je n'ai pas forcément vendu mes montres de luxe, maintenant je me dis, oula, acheter une montre à ces prix-là, mais hors de question, donc malheureusement elle passe la plupart du temps dans le coffre. Je ne les ai pas encore revendues, je pense que ça va poser un gros problème quand j'aurai à faire les révisions, parce que comme vous le savez, donc Rolex, même Omega, et ces marques-là demandent des sommes faramineuses pour des révisions, quand je dirais 800 ou 1000 balles pour la révision d'une montre, là ça va beaucoup m'embêter, donc là je pense que je vais beaucoup plus réfléchir à la revente. Cette vidéo conclut la présentation de ma collection. J'ai encore d'autres montres bien sûr, mais qui à mon sens ne sont pas forcément aussi intéressantes pour vous les présenter, ou alors que je ne vais pas garder dans ma collection, donc je n'ai pas trouvé forcément intéressant de vous les présenter. Si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous présente tout le temps des montres dans ce qui m'intéresse désormais, donc les montres d'entrée de gamme et de très haute qualité, où vraiment je trouve se situe vraiment la valeur. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.